Bonjour, alors on va attendre quelques petits instants, le temps de laisser aux participants le temps de se connecter et on va démarrer. Donc, toute petite patience, merci. Voilà, les participants sont en train d'arriver. On va... Allez, je vous propose de commencer, ça fera arriver les retardataires. Donc, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous cybersécurité organisé en partenariat par la French Tech Toulon Région Sud, le CSIRT Régional Urgence Cyber Région Sud et l'Académie UPV. Alors, dans ce contexte de cybercriminalité en forte croissance et face à l'évolution constante des menaces, ces rendez-vous cybersécurité ont été créés pour vous informer sur l'évolution des attaques cyber, sur les bons réflexes à adopter ou encore les acteurs à contacter. Pour vous aider également à anticiper ces risques grâce à une stratégie de prévention efficace et adaptée. Et enfin, pour vous donner des solutions concrètes en matière de bonnes pratiques et de gestion. Alors, ce deuxième rendez-vous est consacré aujourd'hui à la gestion de crise en cas d'attaque cyber. Ce matin, nous verrons notamment comment reconnaître et comprendre les cyberattaques les plus fréquentes, comment réagir efficacement en cas d'attaque et la nécessité de mettre en place un PRA et un PCA. Nos experts vont vous développer. Et enfin, comment faire une analyse post-cristique et renforcer les mesures de cybersécurité. Alors, pour animer cette webconférence, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Tiffany Dumas, avocate au barreau de Toulon, cabinet in extenso avocat PACA, Malik Daman, président de la French Tech et dirigeant de la société Phosphorus, et enfin Damien Asco, responsable du CSIRT, Urgence Cyber Région Sud. Un grand merci à eux pour leur présence et leur engagement. En termes d'organisation, nous avons prévu en deuxième partie un temps d'échange pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à les poser tout le long de la webconférence. Et je passe la parole sans plus attendre à Damien Asco. Merci. Merci Philippe. Comment on fait pour passer ? Donc, bonjour à tous. Pour entamer ce webinaire, je vais vous faire un petit retour sur l'année qui vient de s'écouler ainsi que le début de cette année 2025 sur les menaces et ce que le CSIRT, donc ce que le Centre d'urgence et de réponse à incidents a pu enregistrer comme statistiques ces derniers mois. Tout simplement pour vous remettre dans le contexte, l'année 2024, au niveau français, si on en sort quelques chiffres, on en est à un coût de la cybercriminalité qui est estimé à plus de 118 milliards d'euros. Donc ça, c'est un chiffre international, mondial. Donc c'est quelque chose qui, c'est un business, si on peut l'appeler ainsi, qui est florissant et qui est beaucoup plus rentable que beaucoup de business illicites. Et donc c'est en partie pour cette raison que l'on voit une pression qui monte à ce niveau-là. On s'est rendu compte aussi qu'environ une entreprise sur deux, tout confondu, a déjà subi une cyberattaque. Donc pas forcément qui a marché, mais qui a subi une cyberattaque. Et là où ils s'en sont rendus compte. On a remarqué également une explosion des rançongiciels. Donc ça, c'est vrai que ça s'était atténué ces derniers mois. Et on a vu qu'en 2024, il y avait 2 fois plus d'attaques de type rançongiciel. Donc ce qui permet de nous rendre compte que les attaques par rançongiciel sont des activités ultra rentables. Donc les attaques par rançongiciel, ça va être pousser l'utilisateur à la faute pour lui empêcher d'accéder à ses données en échange d'une rançon. Et donc, lorsqu'on est au pied du mur, on n'a plus qu'un choix, c'est de payer cette rançon-là. Et beaucoup d'entités, malheureusement, payent ces rançons-là pour pouvoir continuer leur activité, ce qui crée un marché et où beaucoup de personnes sont actives à ce niveau-là.
Un chiffre très intéressant pour nous ce matin, c'est que 35% des victimes des cyberattaques par rançongiciel sont des TPE, PME et ETI. On entend beaucoup parler des attaques par rançongiciel sur les hôpitaux, sur des institutions où on a des rançons à plusieurs millions d'euros ou de dollars. On a aussi énormément d'activités sur les petites entreprises où on a des rançons de 3 000, 5 000 euros, 10 000 euros, 40 000 euros. On se rend compte que la cybercriminalité s'adapte à ces cibles. C'est-à-dire qu'une TPE n'aura pas une rançon de 20 millions d'euros qu'elle ne pourra jamais payer. Pour eux, c'est pas rentable. Couplé à ces attaques par rançongiciel, on a également le vol de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est face, par exemple, à un rançongiciel, en amont, il y a un vol de données. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas payer les rançons. C'est-à-dire que, de toute façon, ça ne vous engage pas à récupérer les données, mais c'est surtout que lorsque vous payez une fois, vous prenez beaucoup de risques pour payer une deuxième fois pour éviter que les cybercriminels ne publient les données qu'ils vous ont volées. Ensuite, un chiffre qui est un peu spécial et dont on a du mal à se l'ancrer dans l'esprit, c'est le coût moyen d'une cyberattaque. On l'estime à environ 15 000 euros. La réalité des prix, c'est que c'est souvent bien plus. Et on a une entreprise sur 8 qui déclare plus de 230 000 euros. Alors là, on est sur des PME et des ETI, bien évidemment. Donc ça compte la réponse à incident et la remédiation, donc le coût de reprise d'activité, plus après les pertes d'exploitation et également les pertes liées à l'image. Lorsqu'on a une mauvaise pub de ce type, c'est vrai que ça fait malheureusement baisser le chiffre d'affaires. En région, à notre niveau, on a pu gérer 58 incidents. Il faut savoir que le temps moyen de traitement d'un incident, c'est 44 jours, donc c'est très long. Ça arrive très vite, mais c'est très long à s'en mettre. Et on a également vu dans la région des campagnes d'attaque sur les institutions et les collectivités et quelques ETI, donc des campagnes de déni de service où on bloque les services sur Internet pendant plusieurs heures. Donc on a vu se produire ce phénomène à Noël et au Nouvel An. Donc les cybercriminels profitent toujours des fêtes lorsque les gens sont chez eux pour perpétrer des attaques. Et on a plus de 50% des victimes que l'on a traitées qui sont des TPE et PME. Surtout des TPE. Par rapport à notre région, on se rend compte que 70% des établissements employeurs de la région entre 1 et 9, sont des établissements, excusez-moi, de 1 à 9 salariés, donc énormément de TPE et de petites PME, ce qui explique entre autres qu'on a beaucoup d'attaques sur ces acteurs-là. Au niveau des statistiques, on s'est rendu compte que beaucoup des attaques portaient sur les entreprises qui font de l'IT ou qui font de la technologie, qui font du commerce également. Les banques sont très ciblées pour rebondir justement donc sur les clients. Vous avez sûrement entendu parler des attaques aux faux conseillers. Il y a des kits en vente sur le web qui permettent justement d'usurper le numéro d'une banque pour vous appeler, se faire passer pour votre conseiller bancaire et vous inciter à faire des virements. On a vu beaucoup de fois ce scénario-là. Pas mal 25% de ransomware avec le même pourcentage au niveau du vol et de la compromission de données. Donc, comme je vous disais, dès qu'il y a une rançon à payer parce qu'on vous a bloqué les données, forcément, vous avez eu un vol avant. Et ça, malheureusement, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de problèmes aussi qui se passent. Et on s'est rendu compte que l'impact sur les activités, environ dans un cas sur deux, l'activité est fortement impactée. C'est vrai qu'on a du mal à se le concrétiser dans l'esprit, mais lorsqu'on n'a plus accès à rien du jour au lendemain au sein d'une entreprise, sans PCA, PRA, sans plan B, comme dit Malik, c'est très très compliqué de remettre le pied à l'étrier et de reprendre une vitesse de croisière. Au niveau des statistiques sur les menaces, donc comme je vous ai dit, 44 jours, c'est le temps moyen de reprise d'activité. Et malheureusement, on s'est rendu compte qu'en faisant des sondages, et c'est des chiffres que l'on retrouve aussi au niveau national, on a 78% des entreprises qui se disent confiantes dans leur cyber-résilience, ce qui est relativement faux en l'état. Malheureusement, à cause de beaucoup de problématiques. Mais disons que c'est un risque qui est mal perçu par tous. On a également un impact sur la clientèle qui est fort, c'est-à-dire que la moitié des entreprises touchées par une cyberattaque rencontrent des difficultés ensuite pour attirer de nouveaux clients. On a un chiffre qui est représentatif, qui est qu'une entreprise sur deux met la clé sous la porte 2 ans après avoir subi une cyberattaque.
Alors, c'est pas la cyberattaque qui la tue, c'est le fait d'avoir pris une attaque et de subir une perte de confiance qui amène à justement cette baisse d'activité et souvent un dépôt de bilan. Les menaces émergentes que l'on a pu rencontrer et dont on voit bien les faisceaux, c'est tout d'abord les attaques par l'IA. Ça, on le voit depuis plusieurs années, ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire faire dire n'importe quoi à n'importe qui sur une vidéo. Et également, l'IA sert à faire de l'hameçonnage et du harponnage automatisé, c'est-à-dire que l'hameçonnage, c'est ce qu'on appelle le phishing. Donc, vous allez envoyer, enfin, les cybercriminels vont envoyer un faux mail avec une fausse facture, un faux RIB. Il y a beaucoup, après, de petits détails. Tout dépend un petit peu la technique et la cible. Mais ça va être, entre guillemets, du tout venant. Le harponnage, ça va être ciblé. On va vous cibler en tant que personne, on va vous cibler en tant qu'entreprise, on va vous cibler de quelque manière que ce soit pour vous apporter un contexte et vous pousser à la faute. Donc ça, c'est très, très répandu. 90% des attaques sont du phishing, donc du hameçonnage ou du harponnage. Et donc l'IA, en ce sens, est très, très, très utile. On a également ce qu'on appelle la cybercriminalité as a service, c'est-à-dire que vous voulez pirater une entreprise, ben, vous pouvez acheter un logiciel qui le fait seul. Vous voulez faire une attaque par déni de service, vous allez acheter aussi un logiciel, vous allez juste l'exécuter. Et le logiciel est packagé, au même titre que lorsqu'on achète un logiciel Microsoft Office ou peu importe, une suite, prête à l'emploi. Donc ça se démocratise énormément, donc on appelle ça des kits. Et on a par exemple beaucoup de kits de phishing qui sont là et qui usurpent automatiquement une cible et qui représente un outil très efficace et qui permet aux cybercriminels en fait de ne pas forcément être des experts en hacking, en piratage, en informatique, tout ce genre de choses. C'est vraiment, ça ouvre les voies à absolument tout le monde. On a également des infrastructures critiques qui sont toujours très ciblées. Une attaque sur le réseau électrique, sur les transports, sur les hôpitaux, ça forcément c'est rentable et ça marche fort. Et également les attaques sur ce qu'on appelle les IoT, donc les objets connectés, donc tous les objets qui ne sont pas des ordinateurs à proprement dit, mais qui sont connectés à Internet, qui n'ont pas de sécurité, mais qui ont des micros, des caméras, des puces GPS, qui ont des moyens de relais, qui sont connectés au Wi-Fi de l'entreprise ou de la maison. Et donc, c'est des faisceaux d'entrée qui sont très, très efficaces et faciles à casser. Et donc, on voit beaucoup d'attaques qui se font là-dessus. Les véhicules autonomes également sont très ciblés grâce au développement qu'on voit. Et également les attaques sur les IA, où on parle d'empoisonnement d'IA. Donc, on va attaquer ChatGPT, on va attaquer Mistral, on va lui donner des fausses données pour le forcer à dire des bêtises, tout simplement, et à donner de mauvais conseils ou de mauvaises solutions. Les cibles privilégiées, bien évidemment, c'est les TPE, PME. Donc, une TPE, PME est par défaut dans la tête des cybercriminels, mal protégée, mal préparée. On entend souvent je suis trop petit, je suis pas intéressant, pourquoi moi? Il y a beaucoup plus rentable que mon voisin. Enfin, je suis beaucoup moins rentable que mon voisin. Non. Avec une rançon à 5 000 €, beaucoup d'entreprises peuvent régler 5 000 € d'un coup. C'est rentable. Lorsqu'on bloque une entreprise, ça a besoin de repartir vite. Donc, il y a des leviers de pression qui sont très efficaces et qui n'ont pas forcément besoin d'être très exploités. Donc, ça marche très, très bien. C'est pour ça que c'est une des menaces les plus répandues, les rançongiciels sur ce genre d'entité-là. Également aussi, on se sert des TPE, PME pour faire des attaques qu'on appelle indirectes, donc la chaîne d'approvisionnement, la supply chain. Souvent, les petites entreprises sont en contrat avec des beaucoup plus grosses. Là, dans le bassin toulonnais, on a par exemple Naval Group qui fait travailler un peu plus de 1000 entreprises, donc TPE et PME. Donc, dans l'esprit des cybercriminels, attaquer Naval Group, une industrie de défense, et porter atteinte à notre pays, bah, ça passe par les TPE et les PME qui sont localisés, qui sont à taille humaine et qui ne sont pas du tout préparés.
Bien évidemment, on a les gouvernements et les institutions. On a la guerre hybride qui arrive. Ça, je pense qu'avec les conflits ukrainiens, on se rend compte que la guerre n'est plus la même. On sait que, par exemple, des bombardements russes sont faits grâce à l'application Tinder. Ça peut faire rire, mais lorsqu'on a des Ukrainiens qui sont dans les tranchées, dans les bunkers qui sont ennemis, qui traînent un peu sur ce logiciel-là et grâce à la géolocalisation, ça permet de guider des drones, tout simplement. Et c'est très efficace. Donc on arrive à ce genre de guerre-là où même on a des drones à quelques milliers d'euros qui peuvent se faufiler sous un tank et le faire exploser, et un tank à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on est face à ce genre de choses. C'est vrai que alors c'est pas le même impact, c'est pas la même gravité, mais disons que c'est les mêmes techniques et c'est les mêmes c'est le même professionnalisme qui se cache derrière. L'espionnage également, avec les recherches en source ouverte et tout ce que les applications de nos smartphones et de nos logiciels peuvent engranger sur nous. Toutes ces données-là aussi sont très utilisées justement pour espionner, pour avoir de l'information justement sur les entreprises, pour pouvoir mieux les attaquer. On a également les particuliers où c'est beaucoup de vol de données et principalement ce qu'on appelle les fake news, donc des campagnes de désinformation pour justement manipuler l'opinion. On revient sur le deepfake qui marche aussi là-dessus. Le début du deepfake où je me rappelle une vidéo du président Obama qui déclarait la guerre à la Russie en live. Donc voilà, on peut avoir des choses on l'a vu, mais qui manipulent l'opinion, principalement pour les élections. Au niveau des réponses et des stratégies de défense, malheureusement, il n'y a pas de solution magique et c'est un travail et une réflexion à prendre. Donc, on a l'IA qui peut être très mauvaise, comme je l'ai dit juste avant, mais qui peut être aussi très bénéfique pour nous aider justement pour faire de la détection et de la réponse en temps réel. Faire de la prédiction de scénarios pour vraiment les entités qui ont un besoin de sécurité fort, mais pour les TPE, PME, au niveau du centre et des partenaires du centre, on se rend compte que beaucoup d'entreprises maintenant intègrent de l'IA dans leurs solutions. Et nous, on le voit d'un très bon œil. Ça permet de gagner en efficacité, en réactivité. Donc ça, c'est des outils qu'il faut utiliser. Un pilier justement de la stratégie de défense, malheureusement, c'est la sensibilisation et la formation. C'est-à-dire se préparer c'était bête, hein, mais à recevoir des mails et à recevoir des coups de téléphone, être vigilant, ne pas se laisser porter dans une situation de stress. On est sur les mêmes piliers que l'espionnage, on est sur les mêmes techniques qu'on a toujours utilisées, c'est-à-dire inculquer la peur, mettre une personne en pression, la faire croire qu'elle est dans une voie sans issue pour la pousser à la faute et l'amener là où on le veut. Là maintenant, c'est des virements bancaires, tout simplement. Donc, pour ça, c'est vraiment se rendre compte que l'on est une faille, que l'on est tous un point d'entrée, que les exercices et les simulations de crise, oui, ça prend du temps, c'est vrai, c'est compliqué à programmer, mais c'est très formateur, c'est très proactif et ça permet justement de se mieux connaître soi-même et de mieux connaître son entreprise. Donc, c'est vraiment des choses au niveau du CSIRT qu'on préconise fortement. La réglementation qui fait peur et qui fait fuir. Donc, c'est vrai que quand on dit NIS2, DORA, le Cyber Resilient Act, c'est compliqué parce que c'est compliqué à gérer, mais disons que la réglementation est là un petit peu comme la loi pour nous protéger. Lorsqu'on se rapproche au maximum de réglementation, au mieux si on s'y soumet, c'est une manière de gagner en résilience, c'est une manière de monter en compétence et de se protéger. Un petit peu comme les normes ISO, qui sont des marqueurs très forts pour bien organiser une entité et faire face à tous les risques que l'on a au jour le jour. Aujourd'hui, on n'est pas seul sur cette typologie de réglementation, étant donné qu'il y a des diversités de spécialités, de spécialistes, de juristes, d'informaticiens, spécialisés en cybersécurité, qui vous permettent de vous apporter et de vous conseiller sur la bonne mise en place, surtout une mise en place adaptée de ces réglementations
à vos enjeux, à vos besoins et à vos capacités financières. Donc, ce n'est pas. C'est vrai que ces réglementations semblent très contraignantes et sont très plus ou moins longues à mettre en place, mais vous n'êtes pas seul. C'est vrai. Pour les points d'avant, également. Et enfin, le concept zéro trust, c'est-à-dire que ça se repose simplement sur une phrase très connue, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est quelque chose qui doit être de chaque instant. Lorsque l'on travaille justement avec des prestataires, avec des experts, avec des professionnels, même s'il y a la confiance, il doit y avoir aussi de l'investissement, du contrôle, de la vérification, des prérequis. Et ça, c'est important pour chaque entreprise d'avoir ce que l'on appelle, nous, au centre, des exigences contractuelles. Donc, payer un service chez un prestataire, c'est très bien. Il faut s'entourer. On ne peut rien faire seul. Par contre, il faut avoir des exigences en place. C'est-à-dire que vous devez mettre des jalons. Tout simplement, le jour où j'ai un crash, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous m'assurez? Comment vous allez m'aider? Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, non. Voilà. On se rend compte que beaucoup de fois, les contrats ne sont pas assez bien cadré, ce qui amène à une situation où lorsqu'on est dans une impasse, c'est la faute de personne et malheureusement, on n'a aucune solution pour pouvoir se retourner. Donc ça, c'est vraiment très important et l'investissement aussi de chaque jour. Signer un contrat n'est pas une décharge de responsabilité. On fait vite l'amalgame et le saut, mais bon, ça reste, c'est des choses qu'il faut quand même avoir à l'esprit. J'en ai fini pour moi, je vous remercie. Je laisse la parole à Malik. Alors un grand merci. D'abord, je voudrais remercier Damien et toute l'équipe d'Urgence Cyber. On a cette chance d'avoir aujourd'hui dans la région sud Urgence Cyber. Avant, ce n'était pas le cas. Depuis 2 ans, ils sont en place. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un vrai guichet de réponse incident qui va venir aider, supporter à la fois les clients, mais aussi les prestataires qui sont là. Et donc, c'est quelqu'un qui est neutre. Et surtout, vous avez pu voir, aujourd'hui, on a des chiffres. Avant, on avait un peu des chiffres qui étaient un petit peu des extrapolations de chiffres au niveau national. Là, on a des chiffres concrets. Et ça nous permet de voir l'étendue de la problématique des dégâts. Et on travaille vraiment en symbiose. En fin de compte, la cybersécurité, ça doit être un partenariat avec le client, l'entreprise, le chef d'entreprise, ou les prestataires qui vont l'accompagner. Et puis Urgence Cyber qui va être un petit peu au-dessus, un petit peu comme la gouvernance pour essayer de donner les bonnes pratiques. Et ça, pour tous les professionnels, en tout cas, ça nous aide énormément. Et le jour où il y a un problème, nous-mêmes, sur nos propres clients, on dit contactez d'abord Urgence Cyber qui va donner les bonnes pratiques et qui joue le rôle de métronome. Alors, Damien nous a parlé de toutes les problématiques avec certains chiffres qui sont des chiffres vraiment incorrects, c'est des chiffres exacts. Il aura peut-être pu donner le nombre d'attaques qu'ils ont eu dans l'année ou ainsi de suite pour se rendre compte, rien que dans la région sud. Ce qu'il faut savoir, et on l'avait déjà dit dans la dernière webconférence qu'on avait fait ici, c'est que dans tous les cas de figure, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a à peu près la compréhension qu'il y a des dangers. La chose qui n'est pas forcément bien pensée, c'est qu'il y a un maître mot, et je le redis, c'est anticiper. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise aujourd'hui a une responsabilité, il ne peut plus dire c'est pas ce que j'aime faire, j'y connais rien. La valeur de sa société, c'est les data. Et donc, il faut absolument qu'ils prennent ça en compte pour les protéger et se faire accompagner. Donc, anticiper comment? On va le voir. Là, on va un peu plus parler de ce qu'on appelle le PRA ou PCA, plan de retour à l'activité, ou plan de continuité à l'activité. Parce que vous allez voir, c'est la seule chose qui fait qu'au bout du bout, quand on est attaqué, ou qu'on a eu d'autres incidents d'ailleurs, on va se rendre compte que c'est ça qui va sauver l'entreprise et qui va permettre de faire un redémarrage rapide. C'est pour ça qu'on fait un focus là-dessus. Je voulais faire un petit point suivant peut-être, c'est qu'on parle de cyberattaque, mais dans la vie de tous les jours, dans une entreprise, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Ça peut être des vols d'ordinateurs portables par exemple. Moi-même, à titre perso, en 3 ans, je me suis volé 2 fois, donc je suis un très bon exemple de que ça peut arriver et pas aux autres. Les incendies, on a déjà connu des clients qui ont connu des incendies et on voit un petit peu ce qui se passe dans ce cas-là. Les ransomware, Damien en a parlé, le phishing
c'est un biais d'attaque qui est vraiment très utilisé et qui marche très bien, on va dire malheureusement. Et puis il y a les pannes de matériel aussi. Donc l'ensemble plus des problématiques cyber de ces événements vont peut-être générer une vraie problématique. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir anticipé. Alors, je vais faire un petit retour en arrière, c'est que un chef d'entreprise pense qu'il ne va jamais être attaqué, en règle générale. Et puis, le jour où ça arrive, eh ben, c'est la sidération. Je peux vous le dire. On parle avec plein de chefs d'entreprise. Même nous, quand on est là et qu'on accompagne, de toute manière, c'est la sidération. Même si on sait qu'on a les sauvegardes, entre guillemets, on a un peu mal au ventre, et on dit, est-ce que ça va marcher? Quand on n'a pas de sauvegarde, c'est la catastrophe. Mais juste pour vous donner les grandes lignes, quand il y a une cyberattaque, alors de manière assez simple et expliquée, d'abord, il y a ce qu'on appelle la détection et l'alerte. C'est comment on détermine que, on a été cyberattaqué, et comment on va prévenir la direction, son informaticien, qu'est-ce qui se passe. Et là, ce moment-là, c'est ce que j'appelle la phase de sidération. C'est-à-dire que, ça y est, ça nous est arrivé, on pensait que ça ne nous arriverait jamais, mais non, ça y est. Et on ne connaît pas l'ampleur du dégât, on ne sait pas quelles vont être les conséquences, on est un peu dans le flou le plus total. Voilà. Et on se dit, mais ça va durer combien de temps? La journée, des fois, ça dure des semaines, voire des mois. Dans combien de temps je vais retrouver mon activité? Qu'est-ce que ça va me coûter? Alors, toutes ces questions fusent. Est-ce que j'ai une assurance cyber? Est-ce que j'ai fait mon RGPD? Est-ce que je ne vais pas avoir une amende par rapport à ça? Voilà, c'est 1 milliard de questions qui tombent sur le chef d'entreprise le jour où ça arrive. Première des bonnes actions, je vous le redis, contactez Urgence Cyber parce que c'est eux qui vont faire le métronome et qui vont vous aider à faire toute cette phase-là. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la phase de contention et d'isolement, c'est-à-dire essayer tout de suite d'arrêter la propagation pour que ça n'aille pas de serveur en serveur ou que ça ne vienne pas continuer à abîmer le reste de l'entreprise. Et puis après, on fait une phase où on va commencer à évaluer les dommages. Voilà. Et là, tout à l'heure, on parlait de conformité ou de choses comme ça. Beaucoup de gens me disent « le RGPD, c'est un peu pénible. » Mais dans la réalité, le jour où vous avez fait votre RGPD et que vous êtes cyberattaqué, si vous avez une infrastructure avec plusieurs serveurs et que c'est ce serveur-là qui va être attaqué, avec votre registre de traitement, vous saurez quels sont les traitements qui sont dedans, quelles sont les données qui sont là-dedans. Et donc, du coup, par exemple, vous allez pouvoir faire une communication super ciblée et non pas faire une communication généralisée. Et donc, ça va restreindre, si vous voulez, l'ampleur ou le côté dramatique de la chose. Donc, vous voyez, typiquement, la conformité, ça peut servir à ça. Voilà. Et puis, à partir de là, on a évalué les dommages et on va commencer à essayer de prendre des décisions pour dire comment on va agir par rapport à ça. Tout ça doit être noté dans une main courante, bien évidemment. Et puis après, une fois qu'on a tous ces éléments, il va falloir apprendre à communiquer en interne avec ses propres collaborateurs, communiquer avec les autres sociétés avec lesquelles on est en relation, sur lesquelles peut-être on fait des traitements communs ou ainsi de suite. Et puis après, communiquer auprès de ses clients impactés, communiquer auprès de l'ANSSI, communiquer auprès de la CNIL. Tout ça doit être bien pensé et moi, je vous conseille fortement d'avoir un avocat DPO qui vous accompagne, Maître Dumas qui est là. On en a fait énormément dans la région et je l'ai vu travailler. C'est vraiment une étape clé dans la crise. Soit la crise va être minimisée à ce qu'elle doit être pointe à la ligne, soit ça peut être exagéré et ça peut prendre des ampleurs dramatiques pour l'entreprise. Puis après, il y a ce qu'on appelle la phase de restauration, donc ce fameux PRA, plan de retour d'activité, plan de reprise d'activité. Voilà. Et on va voir que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir restaurer et redémarrer le plus rapidement possible, mais en tenant compte de certaines choses. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et puis après, la phase qu'on appelle le réflexe, c'est, voilà, à partir de là, qu'est-ce que je vais en tirer comme conséquence et comment je vais modifier ma manière et mon appréhension pour faire en sorte que tout cela soit fait différemment. Donc, dans tout ce qu'on vient de voir là, dans toutes les étapes, il n'y en a qu'une qui va vous permettre de faire redémarrer l'activité. Les autres, ce sont des phases, soit par rapport au juridique, soit par rapport à dépôt de plainte, soit par rapport à la communication, mais l'élément et la phase qui va vous permettre de réduire l'impact et faire en sorte qu'on peut redémarrer rapidement, c'est si on a des backups,
si on a des backups intelligents, si on a un process qui a été mis en place, si on a un script, si on a du versionning, c'est-à-dire une profondeur de backup dans le temps, qui va nous permettre de redémarrer rapidement. Donc, petit rappel, ce que j'appelle le plan A, c'est ce que tout le monde doit faire, c'est on met comme un millefeuille de couches de protection, antivirus, bonne pratique, firewall, sensibilisation, RGPD. Ça, c'est le plan A. Je monte un grand mur pour empêcher l'attaque, pour la retarder au maximum et pour donner envie aux pirates de dire va voir ailleurs, moi je suis protégé. Mais sachez-le, dans 100% des cas, à un moment donné, ça ne marchera pas parce que quelqu'un va ouvrir la porte. Et là, à partir de ce moment-là, et Damien a donné quelques exemples, le pirate va passer et donc ça y est, on est cyberattaqué. Et donc tout ce qu'on a fait avant ne sert plus à rien. Il faut ce fameux plan B. Le plan B, ben c'est ça, c'est le PRA, c'est le PCA. Donc, c'est la seule étape qui va vraiment vous permettre de faire en sorte de pouvoir récupérer vos données et redémarrer l'activité si vous voulez. Donc, ce fameux plan de reprise d'activité, c'est quoi? Ben, ça va être la manière de pouvoir... Alors, son objectif est simple, hein, au niveau de ça va être de redémarrer, de restaurer rapidement vos données. Il y a une interruption complète ou majeure, il faut être en capacité de vite redémarrer. Il y a plein de scénarios où on voit effectivement des entreprises. Pour donner un chiffre, nous à Phosphorus, à ce jour, on a connu chez nos clients 140 clients qui ont été attaqués en mode cryptolocage, c'est-à-dire qu'on leur demandait une rançon. Et ils ont tous été sauvés parce qu'il y avait des backups avec un versionning très long pour vous permettre de redémarrer avec la meilleure des versions des backups. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des backups, alors le backup, c'est pas que les backups des données, ce qu'on appelle du bare metal, on fait la photocopie complète de tout pour pouvoir tout redémarrer. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? On va réinstaller. Mais on va réinstaller le meilleur backup possible parce qu'il est possible que ce qu'on a backupé hier, était déjà abîmé. Et donc, du coup, on doit récupérer la meilleure. Quand je dis backup, c'est sauvegarde. Hein, voilà. On doit récupérer la meilleure des sauvegardes possibles pour être en capacité d'aider le client à redémarrer. Et ça, le prestataire qui va nous accompagner doit avoir un engagement. Vous dire, voilà ce que je te mets en place. Voilà la technologie qui est utilisée. Voici la profondeur dans le temps qu'on a de sauvegarde. Et on doit voir, est-ce que ça convient aux enjeux de l'entreprise? Il y a des entreprises qui vont nous dire, je veux 1 an de backup, parce que je vais être capable de remonter très très loin dans le temps. Il y en a qui vont nous dire, 3 mois va me suffire. D'autres, 6 mois va me suffire. Donc, si un prestataire vous dit, dans votre contrat, je m'occupe de vos sauvegardes, c'est pas bon, c'est pas suffisant. Il doit s'engager et vous devez, vous, en tant que chef d'entreprise, avoir la pleine et entière compréhension de c'est quoi qu'il a mis en place et dire, oui, je pense que ça me convient par rapport à mes enjeux. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est de la responsabilité du chef d'entreprise. Il ne peut pas s'en dédouaner parce que s'il s'en dédouane, à un moment donné, le jour où ça va arriver, ça sera lui qui sera responsable parce que c'est lui qui, au bout du bout, se retrouve avec le problème. Il faut bien le savoir. Donc, un plan de reprise d'activité, ça veut dire qu'il va y avoir une interruption. Ça veut dire qu'on accepte de dire qu'il y a une interruption qui peut être d'1 heure, de 5 heures, de 10 heures, d'une journée, et puis on se donne la capacité de redémarrer l'activité une fois qu'on a fait tous les contrôles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan de reprise d'activité. Croyez-moi, on en a fait énormément. Ça sauve la vie des gens. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'impression d'être dans une fosse où ils sont en train de s'effondrer à leur activité. Ils n'ont plus d'amis, il n'y a plus personne qui est autour d'eux. Et de savoir qu'on va être en capacité dans l'heure. Alors bien sûr, ça dépend des enjeux. Si vous êtes un magasin et que vous nous dites, moi, il faut que ma caisse dans l'heure, elle a été redémarrée, on va mettre des processus en place pour être capable de redémarrer dans l'heure. Voilà. D'autres entités n'ont pas forcément cette urgence. Dire, non, moi, je peux attendre 24 heures, mais il y aura des processus qui vont être mis en place par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a l'autre plan qu'on va appeler le plan de continuité d'activité. Alors là, celui-là, il est un peu différent sur le plan de continuité d'activité. C'est qu'on se donne l'obligation de redémarrer quasiment tout de suite. Voilà. Quand on est, par exemple, dans le médical, on a des clients dans le médical, donc ça veut dire qu'ils sont dans le médical, ça veut dire qu'il faut sauvegarder leurs données de manière très spéciale, ce qu'on appelle du HDS.
ils ont des logiciels dans le cloud, ils ont des médecins ou des équipes qui travaillent. S'il y a une interruption, un problème comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui redémarre ailleurs, une autre session, quelque part, pour faire redémarrer leur logiciel, là où il en était, pour qu'il n'ait pas du tout d'interruption. Alors, bien sûr, le coût est supérieur, mais l'enjeu le vaut. Et donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, c'est à vous et à votre prestataire à échanger. Il doit y avoir un véritable dialogue avec le prestataire. Le prestataire, ce n'est pas une boîte noire, c'est quelqu'un aussi qui doit vous expliquer ses contraintes, qui doit aussi expliquer des blocages ou des choses qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y a peut-être des modifications à faire dans votre manière de travailler. Et ce prestataire doit être un tiers de confiance que vous choisissez bien et qui va vous accompagner, vous guider et vous faire monter petit à petit en compétence votre entreprise. Voilà. Et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver, malgré une attaque, parce que 100% des gens sont attaqués à un moment donné, sachez-le. Il n'y a pas de secret, et donc il faut être en capacité, en cas de problème comme ça, de se dire, ben, j'ai les mécanismes, j'ai les outils, j'ai les process qui sont en place, et on va les appliquer. Voilà. Et quand on a fait ça, ben, ça se passe beaucoup mieux. Il y a encore un degré au-dessus qui s'appelle la cellule de crise, et qu'on pourra peut-être un jour faire une webconférence autour de ça, qui fait que quand on a mis en place une cellule de crise, c'est-à-dire qu'on a fait un entraînement avant que ça arrive, les gens savent ce qu'ils doivent faire, chacun a sa place qui a été désignée, et puis il y a vraiment tout un script qui est écrit, et on fait dérouler le script. Mais ça veut dire qu'on s'entraîne une fois ou deux par an par rapport à ça. Ça, c'était sur la partie continuité d'activité. Donc, les bonnes pratiques pour avoir des clés d'anticipation, vous avez compris, ce sont des sauvegardes régulières, quotidiennes, voire plus fréquentes sur la chronicité, des tests surtout périodiques de restauration. Combien de fois on voit des clients qui disent « Ah, j'ai un backup pour mon prestataire, mais ça n'a pas marché » ou il n'a jamais essayé. Voilà, ça, c'est pas quelque chose qui est possible. On doit tester et la sauvegarde doit être fonctionnelle et ça doit être testé régulièrement. Et puis avoir un stockage dans un environnement déconnecté aussi du réseau principal. C'est ce qu'on appelle le 3-2-1, 3 copies de données, 2 supports différents et une copie qui est hors site et déconnectée, qui sera la dernière qui va nous sauver, entre guillemets. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour où ça arrive, même si c'est en équipe, je vous le dis, on a toujours un peu mal au ventre, parce qu'on a prévu les choses, mais on espère que tout va bien se passer. En général, ça se passe bien si tout a été prévu, et surtout si le prestataire est vraiment spécialisé là-dedans, dont c'est son métier, et qu'il a une habitude par rapport à ça. Sans anticipation, il n'y a pas de sauvegarde exploitable. Sans sauvegarde exploitable, il n'y a pas de restauration possible. Et sans restauration possible, vos données sont perdues. Voilà. Et donc, je vous le redis, anticiper, c'est vital. Et 100% des entreprises qui survivent à une cyberattaque majeure avaient un PRA ou un PCA. Sans ça, ben, il n'y a pas de solution, si je puis dire. Maintenant, je vais passer la parole à Tiffany. Alors, bon, voilà. Donc, pour retenir, pour retenir un peu l'objet en fait de notre propos, c'est qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, il n'est pas seul, mais il ne peut pas uniquement se reposer sur ses prestataires informatiques, parce qu'il a aussi un rôle à jouer, même s'il n'a aucune connaissance en informatique. Le chef d'entreprise est le seul à savoir et à pouvoir identifier ses enjeux, ses besoins et quelles sont les véritables données qu'il a à protéger. Parce que sur tous les propos qu'ont développés Damien et Malik ce matin, ça ne marche pas si vous, en interne, vous n'avez pas fait une réflexion sur s'il arrive quelque chose à mon entreprise, si mon entreprise elle est bloquée par l'informatique, quelles sont les données les plus importantes dont j'ai besoin pour pouvoir très rapidement démarrer, ne serait-ce que dans quelques heures. Cette réflexion-là, un informaticien ne va pas pouvoir la faire à votre place. La deuxième réflexion à avoir, c'est OK, maintenant que je sais quelles sont les données dont j'ai besoin, maintenant que je sais quels sont les enjeux qui sont cruciaux pour moi pour poursuivre mon activité, que je sois un garagiste, alors des métiers qui sont très ancrés dans la vie réelle. Tout garagiste aura besoin d'un logiciel pour faire la saisie et la suivi des travaux, pour faire sa facturation, le suivi de sa clientèle. Ça veut dire que peut-être pour lui, le plus important, c'est son logiciel métier.
c'est son logiciel de comptabilité, c'est son logiciel de suivi client. Eh bien, ça sera ces données-là qu'il devra protéger et à partir de là, identifier quel est l'informaticien dont j'ai besoin pour pouvoir protéger de manière efficace les données. Alors, j'ai très souvent comme retour en disant non, moi, c'est bon, je suis dans le cloud et le cloud s'occupe de tout. J'aimerais rappeler que le cloud, c'est un mot, c'est un nuage aussi rêveur que ce que peut être un nuage quand on regarde dans le ciel. À l'intérieur, ça reste toujours un lien avec un logiciel, avec un lien avec un hébergement. Et donc, l'éditeur de ce logiciel, donc celui qui vous met à disposition ce cloud, met à disposition les règles de sauvegarde ou de sécurité qu'ont développé tant Malik et Damien, qu'il veut, pas celles qui correspondent exactement à votre besoin. Donc, même si vous travaillez et vous vous sentez protégé parce que c'est dans le cloud, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de rôle à jouer dans votre dans la relation que vous allez construire avec votre éditeur logiciel. Cela vaut aussi quand vous avez un informaticien référent qui va venir s'occuper de la majorité de vos outils. Quand on parle de mon informatique, alors on parlait dans les années 90, 2000, pardon, on disait j'ai pas de problème, j'ai mon informaticien qui s'occupe de tout. Dans la majorité des cas, on était confronté à un informaticien qui s'occupait, oui, de la maintenance des ordinateurs, donc de faire en sorte que on avait un serveur qui fonctionnait, qu'on avait des ordinateurs dont l'infrastructure physique fonctionnait, qu'on a mis en place un Wi-Fi. Mais aujourd'hui, l'informatique s'est spécialisée, s'est diversifiée parce qu'elle est devenue de plus en plus technique et de plus en plus variée. Et aujourd'hui, un informaticien a une spécialité et ne peut pas tout couvrir. Donc, c'est à votre rôle aussi, en tant que chef d'entreprise, de venir identifier quels sont les prestataires dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui va développer votre site web? Il va savoir très bien développer votre site web. Est-ce que vous allez faire appel à un cloud qui va pouvoir, ou un éditeur, votre logiciel métier? Lui, il va savoir gérer son propre logiciel et c'est tout, mais pas les enjeux de vos données. Est-ce que vous allez avoir un infogérant qui va s'occuper de l'actualisation et du bon fonctionnement et de la performance de vos ordinateurs, de vos téléphones portables, de vos serveurs? Est-ce que vous avez besoin d'un hébergeur qui, lui, va s'occuper à héberger vos données? Mais si vous ne lui donnez pas les instructions ou si vous ne vous renseignez pas sur qu'est-ce dont j'ai besoin, il ne va pas vous dire quelle typologie de sauvegarde ou quel PRA ou quel plan de reprise d'activité vous avez besoin pour votre activité. Et si derrière, vous ne vous interrogez pas sur la manière, comment sécuriser en fait tout ce réseau et toute cette fleur de prestataires et de besoins informatiques dont vous avez, le spécialiste, donc vous ne faites pas aussi appel, vous ne vous renseignez pas sur les mesures de sécurité informatique à mettre en place dans votre propre entreprise, vous aurez fait appel à énormément de spécialistes, mais aucun qui va véritablement protéger vos données. Alors vous, en tant que chef d'entreprise qui ne connaissez rien en informatique ou qui est peu intéressé par les enjeux de l'informatique, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous travaillez ou vous devez vous intéresser à vos projets informatiques? Déjà, il y a quelques règles clés qui sont la collaboration. Vous, en tant que chef d'entreprise, comme votre prestataire informatique, quel qu'il soit, a pour rôle, vous devez collaborer, vous devez parler. Donc déjà, si vous avez affaire, je vous donne, à un grand acteur où le seul enjeu, ou le seul échange que vous avez, c'est uniquement par des formulaires et derrière, il n'y a pas de réponse, posez-vous la question. Si le jour où vous avez un véritable problème, alors certes, il ne va pas être cher, est-ce qu'il va être là pour vous soutenir? C'est déjà une première réflexion à avoir et c'est la raison pour laquelle, dans le secteur professionnel, on déconseille fortement de faire appel aux grands outils des GAFAM privés parce qu'ils ne seront pas en capacité d'être là pour vous soutenir, pour vous conseiller le jour où vous aurez besoin d'eux. Déjà, première réflexion à avoir, pourquoi c'est important d'investir un minimum dans des professionnels de l'informatique proches de vous. La deuxième chose, c'est le conseil. C'est à vous aussi, comme je vous ai dit au préalable, de vous poser la question, quels sont mes enjeux, quels sont mes besoins et quelles sont les données que j'ai à protéger. Si vous ne communiquez pas cette information, le prestataire informatique, quel qu'il soit, il ne va pas pouvoir vous dire si oui, il est en capacité de répondre à votre demande. Ça, il n'y a que vous qui pourrez l'exprimer.
La deuxième chose, c'est, comme le disait Damien, c'est le concept du zéro trust. Ce n'est pas parce que vous avez affaire à un prestataire informatique, à un expert et un spécialiste, que vous n'avez pas le rôle de contrôler derrière, que ça soit dans le contrat ou surtout dans la partie que vous pouvez faire dans la proposition commerciale, dans les devis, quelles sont les prestations qui vont effectivement vous délivrer. Est-ce que ces prestations qui vont être délivrées sont suffisantes et correspondent à vos enjeux? Et ensuite, au fur et à mesure, ce n'est pas parce que vous vous êtes libéré de ce problème il y a quelques années qu'il ne faut pas vérifier et remettre à jour en fait ces prestations, parce que votre société évolue, c'est ce qu'on vous souhaite tous, elle évolue, j'espère, elle se développe de manière positive, et du coup aussi l'enjeu en fait de vos problématiques, l'enjeu et la richesse de vos données va aussi s'enrichir. Donc il faut aussi régulièrement se poser la question: est-ce que les prestations que j'ai prises aujourd'hui sont toujours à jour, correspondent toujours à mes besoins? Et enfin, ne vous attendez pas que parce que vous avez mis en place, même avec des prestataires qui sont très réactifs, qui vont être là à votre place, une alerte, un phishing, un hameçonnage, une attaque cyber, votre prestataire ne va pas l'identifier. Elle arrive dans votre infrastructure. Et même s'il a mis en place et qu'il s'engage sur un dispositif d'alerte, c'est vous le premier rempart, la première personne qui peut venir réagir et qui peut mettre en place un système d'alerte. Première règle assez commune dans le rançon JCS, c'est tout simplement tirer sur l'électricité pour tout couper. Mais votre informaticien ne va pas pouvoir le faire à la place. Il n'y a que vous qui saurez le faire. Et la deuxième chose, c'est alerter votre prestataire informatique. Il ne pourra pas le deviner à votre place. J'interviens souvent dans le cadre de cyberattaques, et très souvent, en fait, là où ça se passe plutôt bien, c'est justement où on voit cette osmose ou cette tentative d'osmose entre la collaboration du chef d'entreprise, quand bien même il n'y connaît rien en informatique, avec ses conseils, que le travail d'anticipation a été fait sur savoir quels sont mes enjeux, quelles sont mes données et quels sont les prestataires qui m'entourent. Et les prestataires qui m'entourent répondent-ils vraiment à mes attentes et à mes besoins? Je me permets de rebondir sur ce que dit Tiffany, et merci pour ce que tu viens de dire. On est un peu anxiogène là, dans notre manière de parler, mais en réalité, ça n'est que du bon sens. Et souvent, et le chef d'entreprise est rempli de bon sens pour plein de choses. Lorsqu'il faut acheter un camion, lorsqu'il faut acheter un outil ou quelque chose qui est dans son activité, ben, il suffit de prendre cette problématique de la cyber de la même manière, voilà, et il va vite découvrir qu'avec le bon sens. Si vous avez un prestataire avec qui vous échangez, vous avez depuis 7-8 ans, mais qui ne vous a jamais rien proposé, qui n'est pas revenu vous embêter régulièrement en disant là, il n'y a pas de pare-feu, là, attention les antivirus, là, c'est des gratuits, là, il faudrait faire. Posez-vous des questions. Parce que, bien sûr, votre prestataire est là pour vous embêter assez régulièrement, mais c'est pour vous faire monter en compétence. C'est pour faire que vous vous améliorez dans votre partie de risque. Donc, quand quelqu'un vient vous voir, il doit forcément vous poser plein de questions pour découvrir le client, pour découvrir ses enjeux. Il doit aussi vous proposer de faire une analyse, un petit diagnostic, à la fois sur votre infra, sur vos logiciels, et puis essayer de comprendre quel est votre niveau de sensibilisation auprès de votre personnel. Est-ce que vous avez une charte informatique, par exemple? Voilà, c'est le premier des éléments du pilier. Alors, on ne parle même pas de la PSSI, qui est encore un petit peu au-dessus, mais déjà ça, est-ce qu'on a déjà dit à ses collaborateurs comment est-ce qu'on doit travailler dans l'entreprise? Parce que si vous ne l'avez pas dit, n'en veuillez pas au collaborateur qui fait n'importe quoi. Vous ne lui avez pas dit qu'il ne faut pas prendre la clé USB qui était sur le parking, par exemple. Et donc, s'il la met dans l'ordinateur après le café, ça y est, vous êtes pollué, vous avez un keylogger, et les misères commencent, si vous voulez. Donc, la sensibilisation, la formation, il y a plein d'organismes. Le premier je dirais, des conseils que vous pouvez avoir, Urgence Cyber est là à sa disposition. Je vous rappelle, c'est pas commercial, c'est une entité, c'est public, c'est là vraiment pour donner des bons conseils. Et après, vous avez des professionnels qui sont sur le marché. Il y a plein de très bons professionnels, mais ça doit être structurant pour vous, et il y a des engagements qui doivent être faits et vous devez les comprendre. C'est vraiment ça. Tout à l'heure, on parlait vous savez, on dit souvent le problème est entre le clavier et la chaise. Voilà. Alors, c'est facile parce qu'effectivement, si le collaborateur a été formé, c'est lui qui fait l'erreur et c'est lui qui permet d'ouvrir. Moi, je dis qu'un collaborateur qui est bien formé, bien sensibilisé, ça devient vraiment notre premier rempart. C'est lui qui est le premier qui va être en frontal et qui va éviter. Je peux vous donner un exemple. Il y a 3 semaines, on a eu un de nos clients sur Marseille
qui a reçu, et c'était vraiment très très bien monté, un faux ordre de virement. Voilà, c'était une fraude au président. Tout était sur le papier carré. La seule chose, c'est qu'il y avait un RIB qui était nouveau, qui venait du Portugal. On parlait de 300 000 € quand même, hein, donc c'est pas une petite somme. Hein, voilà. La personne, la DAF s'est quand même un peu inquiétée. Son directeur n'était pas là. Elle a quand même envoyé un petit mail à fournisseur en disant mais tiens, c'est bizarre, vous avez changé votre RIB. Et puis elle a reçu un RIB, une réponse avec le hacker, enfin c'est le hacker bien sûr, mais qui disait oui, pas de souci, avec le tampon et la signature du président disant je confirme le RIB. Bon, sur le papier, la DAF aurait très bien pu décider d'appuyer sur le bouton et de virer. Ces 300 000 €, ils partent en Portugal et après, ils ne les revoyaient plus jamais. Voilà. Elle a eu un doute parce qu'elle a trouvé ça pas très normal. Elle a attendu le lundi, elle en a parlé à son patron qui lui-même a appelé le patron de cette boîte et qui lui dit non, je n'ai jamais eu de banque au Portugal. Voilà. Donc, ça, vous voyez, c'est de l'éveil, c'est de la curiosité, mais c'est aussi parce qu'on entraîne les gens à ça. Voilà. Donc, par exemple, faire des tests de phishing, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais qui va tout de suite vous donner le niveau de compréhension de vos collaborateurs. Et vous allez voir le nombre de clics qui ont été faits qui n'auraient pas dû être faits. Et par exemple, de comprendre que voilà, il va falloir aider un peu plus ses collaborateurs à mieux comprendre. Donc, en fin de compte, il ne faut pas être que dans le côté anxiogène. Il faut savoir qu'il y a des prestataires, des gens qui sont comme Urgence Cyber là pour vous accompagner, des DPO, des avocats comme Tiffany, voilà, il y a plein d'entités qui sont là pour vous accompagner. Mais par contre, vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez être exigeant. Voilà, vous devez comprendre ce que vous faites. Alors, sur la question qui est posée sur la prise en compte du facteur psychologique dans la prise de décision qui influence dans le cadre d'une cyberattaque, la première des choses est encore d'anticiper. Quand on a fait ce travail sur quel est finalement, qu'est-ce que je dois le protéger le plus en tant que données informatiquement parlant pour pouvoir rapidement redémarrer dans le cadre d'une cyberattaque, ça permet aussi déjà d'orienter en fait vos décisions, de pouvoir relativiser la cyberattaque si justement ces données, les données les plus précieuses n'ont pas été atteintes. Et enfin, aussi au préalable se poser la question, voilà, si j'ai une cyberattaque, de qui je dois autour de qui je dois me faire suivre, accompagner pour gérer au mieux cette cyberattaque. La première chose, c'est justement de préparer en fait ce travail avec Urgence Cyber, dont le rôle aussi, c'est de prévenir et de vous guider dans la préparation d'une éventuelle cyberattaque, qui vont pouvoir vous indiquer qui sont les experts cyber qui vont pouvoir intervenir dans le cadre d'une cyberattaque, et ce qui vous permet déjà d'avoir rapidement un carnet d'adresses et de vous dire, si vous ne l'avez pas déjà, de savoir aussi les premières étapes à mettre en place le jour où cette situation arrive. Ça permet de faire descendre énormément ce facteur psychologique, ce facteur anxiogène, et permettre aussi de travailler de manière avec le sang-froid et pouvoir prendre les bonnes décisions. Je pense que peut-être envie de... Oui, je vais compléter. Justement, le facteur psychologique est très très important dans la réponse à incident, et ça on le voit lorsqu'on nous appelle. Il y a clairement un état de choc, au même titre qu'un accident de la route où on a besoin, on a un coup d'adrénaline, on a besoin de se poser, on tremble, on a vraiment des gens qui nous appellent qui sont dans cet état-là, et on le comprend parce que c'est un drame qui se passe d'une seconde à l'autre et personne ne comprend rien. Donc c'est véritablement ça dans la réponse à incident qui est important. Ça se combat avec des simulations et des exercices pour justement, ce qu'on disait juste avant. Ces exercices de crise-là permettent de mieux se connaître soi-même et de mieux connaître aussi l'équipe, et de se rendre compte aussi de la pertinence d'un PCA ou d'un PRA. Parce que si vous faites l'effort d'écrire ces procédures-là, sur le papier, ça va vous paraître très cohérent, très efficace, très propre. Seulement, quand vous le jouez, au bout de 3 minutes, vous êtes bloqué parce que vous avez oublié une étape, vous n'avez pas pris en compte un facteur humain, un facteur logistique, un facteur quel qu'il soit, qui est souvent pas de la cyber, mais qui malheureusement va vous bloquer, et là va faire en sorte que vous allez vous augmenter les risques d'exploser en vol. Au niveau du CSIRT, on offre un accompagnement
justement dans la réponse à incident en ce sens-là. C'est pour ça qu'on s'est aussi entouré à la fois d'experts comme Malik ou comme Tiffany pour ce cadre-là, mais on a aussi des psychologues qui nous aident justement pour faire redescendre la pression et faire en sorte qu'on retrouve ses esprits et le sang-froid qu'il faut, parce que c'est vrai que la gestion de crise, c'est un moment qui est relativement court parce qu'il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous, au CCIRT, on vous propose des solutions, on vous accompagne si il y en a le besoin, mais bon, malheureusement, dans une crise, ça reste la responsabilité du chef d'entreprise. Et bon, nous, après, on peut pas prendre les décisions à la place d'une autre personne. Mais c'est vrai que c'est une situation dans laquelle il faut se projeter et dont il faut essayer de palper au maximum. Tiffany l'a bien dit tout à l'heure, ce sont des métiers de plus en plus complexes, de plus en plus pointus. Et quelqu'un qui fait bien la téléphonie ne va pas forcément bien faire de la cyber. Bien faire d'autres choses. Ou en tout cas, celui qui dit qu'il fait tout, et bien, en tout cas, il va falloir qu'il soit en capacité de vous montrer, aussi bien au niveau de ses CBGV, CGU, qu'il a effectivement pris en compte tout et qu'il vous donne un garant. On a une assurance aussi, une assurance cyber, c'est très important, je pense, parce que ça ne va pas vous restaurer vos données. Il n'y a pas de PRA, ben, ils ne vont rien pouvoir faire, mais par contre, ça peut aider des bons prestataires, parce que c'est quand même assez onéreux, et d'avoir les meilleurs conseils possibles. Et ça, c'est important. La réputation aussi. Comment sauvegarder sa réputation. Moi, pour avoir vu Tiffany dans certaines crises, chez certains clients ou des personnes au début travailler, agir, ben, je me suis rendu compte de la réduction de l'ampleur du risque qu'elle a pu, du dégât qu'elle a pu mettre en place, justement avec une bonne politique, des bonnes décisions prises au bon moment. Voilà. Et ça, c'est compliqué, sinon de faire tout ça, on risque de faire des bêtises. Alors, peut-être, bon, merci tout d'abord à nos trois intervenants. Je suis désolé, j'ai un bruit de fond qui vient d'arriver. J'espère que ce n'est pas trop inaudible. Vous avez parlé longuement du rôle de l'employeur. Vous avez parlé également de l'importance des prestataires. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ce dirigeant qui est un peu seul peut se retrouver dans ce maquis de propositions de prestations? Est-ce qu'il y a un label, une certification d'entreprise? Je me retourne vers Damien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aider l'entreprise dans sa recherche de prestataires? Alors, le CCIRT peut aider, clairement, gratuitement aussi, parce que c'est une de nos missions, donc de recenser les prestataires de la région. À l'heure actuelle, on est accompagné d'un peu plus d'une centaine de prestataires que l'on connaît et avec lesquels on se porte garant. Au niveau des labels et des certifications, alors d'un point de vue de la cybersécurité, on a bien évidemment tous les labels de l'ANSSI et les qualifications de l'ANSSI, mais bon, qui sont comment dire, qui sont pas une fin en soi, mais qui montrent quand même un certain niveau. Je pense par exemple au label expert cyber de cybermalveillance.gouv.fr, après les labels très techniques de l'ANSSI sur les prestataires de réponse à incidents ou les prestataires d'audit en sécurité. On a des labels nationaux qui sont un premier jalon. Après, jusqu'à présent, rien n'existait. C'est la mission des CCIRT régionaux depuis 2 ans, pour l'instant, qui est le plus efficace, à mon sens, où on arrive à mapper toute la région et pouvoir offrir des entreprises de confiance, parce que bon, le label n'est pas une fin en soi. Il y a aussi des entreprises qui sont très, très qualitatives avec des experts très pointus. Mais bon, je suis d'accord qu'il faut les connaître, et donc le CCIRT peut être une aide. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour qu'on puisse proposer justement des noms. Et on sort cet été, enfin pour l'année prochaine, mais on fera ça pour l'été, on va sortir un annuaire justement des prestataires, donc à disposition pour les entreprises et en fonction des domaines d'expertise. Voilà. Merci. Autre question, parce que l'heure tourne. Lorsqu'on parle de PRA, faut-il privilégier une solution locale ou le cloud?
Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre du client, ça va dépendre des enjeux. Donc, je n'ai pas de réponse a priori directement. J'ai envie de vous dire, il faut les deux, mon adjudant. C'est-à-dire que le mieux, c'est d'avoir ceinture bretelle. Et souvent, les deux, de toute manière, sont préconisés là-dedans. Après, il y a vraiment des stratégies à mettre en place par rapport à l'enjeu du client, à ses spécificités. Voilà. Le tout cloud n'est pas bon, le tout local n'est pas bon. L'hybride, c'est déjà nettement meilleur. Et après, j'ai envie de dire, et ça c'est un petit peu un combat de nous, j'ai envie de dire, il faut essayer de privilégier de plus en plus le côté souveraineté des données. C'est-à-dire que faire que confiance à des grands géants, des GAFAM autres, c'est bien, mais c'est pas bien non plus. Avoir ces données en local, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la région, ça veut dire en France. Ben, ça veut dire que du coup, on respecte le RGPD parce que c'est l'une des préconisations du RGPD. Il faut aussi savoir qu'il y a plein de prestataires, de gens qui font un boulot incroyable en France ou dans la région. Et ben, il faut apprendre à les découvrir, il faut aller les rencontrer parce qu'on a des vraies solutions locales. Si vous ne parlez qu'à une interface sur un site internet, c'est pas très bon. Voilà. Et le tout cloud, je vous dis, n'est pas bon. Il y a un peu plus d'1 an et demi, Google a juste effacé son plus gros client par erreur. Voilà. C'était un grand fonds de pension néo-zélandais et il pesait plus de 130 milliards. Et ils l'ont effacé par erreur. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont fait ça très bien. Ils ont d'abord effacé les sauvegardes, mais après, ils ont effacé les données principales. Voilà. Donc, le tout cloud n'est pas non plus une panacée. Hein. C'est juste une manière de donner à quelqu'un d'autre en disant, avec lui, il n'arrivera jamais de problème. Voilà. Ça marche pas comme ça. Et donc, et c'est pour ça qu'il faut vraiment poser pour chaque client le contexte, les enjeux, les besoins, les moyens, et à partir de là, regarder la meilleure des possibilités qu'on veut mettre en place. Juste une chose, hein, aujourd'hui, beaucoup de coûts ont baissé, et donc mettre un PRA en place, c'est pas quelque chose de forcément dispendieux, de très très cher. C'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Mais c'est juste que les gens ne savent pas, et des fois, ils payent déjà plus cher pour un service qui est pas bon. Là, ils pourraient payer moins cher pour un très bon service, mais comme ils n'ont pas forcément joué la concurrence, ça fait des années qu'ils sont sur le même type de contrat, ils ne se remettent pas en cause. On fait aussi souvent travailler des gens qu'on connaît, mais ce n'est pas pour autant que c'est des gens qui sont bons, entre guillemets. Un chef d'entreprise, entre guillemets, il a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et il doit regarder ses intérêts et il doit absolument poser les bonnes questions et demander aux prestataires, être exigeant par rapport à ce qu'ils veulent lui proposer. Merci Malik. Donc, écoutez, je pense que c'est Damien, peut-être. Ouais. Je vais vite répondre à la question qui a été posée sur l'usage de l'IA pour se prémunir de l'effet psychologique de la crise. Alors la réponse va être très personnelle, c'est ma manière de voir l'IA. Je pense que l'IA est très efficace pour se prémunir de manière proactive, c'est-à-dire pour la détection d'une menace et la mise en place de barrières purement techniques. Sur ça, l'IA est très bien. Sur le fait de porter l'alerte, c'est-à-dire qu'elle sera beaucoup plus rapide qu'un humain, ça j'en suis persuadé. Malheureusement, il faut quand même, avec l'IA, il faut quand même une maîtrise de l'humain. Et utiliser l'IA lorsque l'on est en crise et dans un état psychologique, j'ai envie de dire bancal, pour moi, ça me paraît dangereux parce que l'IA n'est pas omnisciente. L'IA répond aux questions qu'on lui pose, sans vraiment se poser la question si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Ça va prendre juste des stats. Donc, quand on a un esprit reposé avec du recul et lorsqu'on travaille, l'IA, c'est génial. Maintenant, quand on est dans un état de choc, utiliser l'IA, pour moi, je pense que c'est très dangereux parce que on se rend compte que l'IA est très pertinente dans pas mal de domaines, mais en expertise, elle est assez mauvaise. Donc, voilà. Un petit point aussi, par expérience. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont fait la démarche de se mettre en conformité au RGPD et qui ont un DPO. Un DPO, un délégué à la protection des données, c'est aussi un métronome pour moi, au sein de l'entreprise, avec le client et les différents prestataires, parce que souvent, c'est celui qui est le garant de la bonne parole et qui parle à la fois au client et à la fois au prestataire, en ayant un niveau d'exigence assez important. Et très, très souvent, je vois que quand il y a cette triptyque dans l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise, le DPO et puis les prestataires, ça fonctionne encore mieux parce qu'il y a une espèce de règle vertueuse qui se met en place
d'amélioration continue. Et ça, je tiens à le signaler parce que chaque fois qu'on travaille avec un DPO, ça se passe en général très très bien. Et le niveau d'exigence est accru au sein de l'entreprise. Bon, mais je crois que c'est le temps de conclure cette webconférence, deuxième rendez-vous de la cybersécurité. Je remercie nos intervenants. Et pour l'UPV, je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence le 14 mai prochain consacrée à la gestion des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci, Merci, au revoir. au revoir. Merci, au revoir.